Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Une tumeur cancéreuse détruite grâce à la thermoablation. C'est une première médicale au Fénois. L'opération a eu lieu ce matin à l'hôpital du Taoné. Une véritable avancée dans le traitement des cancers. Comment se déroule l'intervention? Quels bénéfices pour la santé du patient? Les réponses au début de ce journal. La nouvelle réglementation en matière d'observation des baleines divise, pénalisante pour certains prestataires. Elle ne va pas assez loin pour les protecteurs de l'environnement. Pourquoi? Que peut-on faire de plus pour la préservation de ces mammifères marins? Des questions que nous poserons entre autres à notre invitée Agnès Benet, océanologue et fondatrice de l'association Mata Tohora, et sur le plateau de TNTV ce soir. Et puis nous parlerons de ces avancées pour les personnes à mobilité réduite, rampe d'accès, garde-corps ou encore bande à relief pour les malvoyants. Papeete inaugure de nouveaux aménagements. C'est à voir à la fin de cette édition. Avant de développer ces titres, cette macabre découverte en début d'après-midi, celle du corps sans vie d'un homme retrouvé en contrebas d'une falaise à Papenhaut. Pour l'heure, rien ne laisse supposer l'intervention d'un tiers dans son décès. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et les examens médicaux devraient permettre d'expliquer les raisons de ce drame. C'est donc une première au Fénois ce matin. Une tumeur cancéreuse a été opérée grâce à la thermoablation. Une véritable avancée dans le traitement des cancers, une innovation dans une technique innovante, mais également moins traumatisante pour les patients. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. C'est un reportage de Nicolas Pérez. Là, il y a tout le gaz qui est lié à l'ablation. Et l'aiguille, on la voit arriver là, avec des petites bulles de gaz qui passent. Derrière cette image abstraite se cache une innovation importante dans le traitement des tumeurs cancéreuses sur le Fénois, la thermoablation par micro-ondes. Okay. Thermo parce qu'on utilise l'énergie thermique, donc soit le chaud, soit le froid, donc on brûle ou on glace. Et ablation parce qu'on va enlever, ablater, donc retirer les cellules tumorales. Cette technique peu invasive ne nécessite qu'une simple incision de la taille d'une tête d'épingle. Épaulé par de l'imagerie de pointe, le praticien insère une aiguille très fine directement dans la tumeur. Une fois installée sur sa cible, cette aiguille émet des micro-ondes qui élèvent la température à plus de 100 degrés, ce qui provoque la destruction complète de la tumeur en quelques minutes. Une opération d'environ 1h30 sous anesthésie générale. Voilà, il n'y a plus du tout de prise de contraste. Donc l'ablation est complète. C'est des interventions qu'on fait quasiment chaque semaine maintenant, ouais. Donc oui, régulièrement, alors pas forcément pour le foie, on fait du poumon, on va faire de l'os. Un atout pour éviter aux patients des chirurgies lourdes. Les praticiens peuvent ainsi traiter des tumeurs cancéreuses avancées, comme pour ce patient qui souffre d'une lésion au foie. C'est une tumeur qui est maligne, c'est un potentiel évolutif, disons, grave, mais elle est suffisamment petite pour la traiter en mini-invasif. Quand on traite des lésions trop grosses, on ne traite pas complètement. Voilà. Là, elle fait quelle taille? Là, elle fait à peu près 15 mm. Ce qui est, oui, totalement adapté au traitement par micro-ondes. On peut aller jusqu'à 3 cm. Ouais. La thermoablation a un autre avantage, un temps de convalescence très court. Pour ce patient, quelques heures suffiront pour se rétablir et rentrer à son domicile. L'hôpital du Taoné mise sur ces techniques plus accessibles qu'en métropole. Il faut imaginer qu'en métropole, parfois, ces soins sont accessibles à quelques mois, alors qu'ici, en mission, ils sont accessibles au bout de quasiment même pas une semaine, voire 15 jours. Donc l'intérêt, il est également là, mais c'est aussi effectivement avoir des soins de pointe en Polynésie française. Une course à l'innovation qui devrait permettre une centaine d'interventions par an.
Nous vous en parlions la semaine dernière. Les premières baleines sont arrivées dans nos eaux. L'occasion de rappeler la nouvelle réglementation en matière d'observation mise en place par la direction de l'environnement pour la saison à venir. Une nouvelle réglementation qui, prestataires et usagers de la mer, divise les prestataires et les usagers de la mer, comme l'ont constaté Herehau Tiariki et Tauhiti Tauniwamusan. Elle fascine, impressionne et attire chaque année des milliers de regards. Les baleines sont de retour. Et pour cette nouvelle saison, la direction de l'environnement a renforcé la réglementation encadrant leur observation. Parmi les nouveautés, un seul navire autorisé à la mise à l'eau par société et par île, 6 personnes maximum dans l'eau par embarcation, 3 navires autorisés dans un périmètre de 100 mètres autour de la baleine en simultané et enfin une distance obligatoire, 100 mètres pour les prestataires et 300 mètres pour les plaisanciers. Mais du côté de certains professionnels, le durcissement des règles change la donne, avec un impact certain sur l'activité, notamment pour Dorothée, dont les bateaux sont conçus pour accueillir 12 personnes, soit 2 fois plus que la limite autorisée dans l'eau. Concrètement, pour nous, ça va être une réelle pénalité parce que on n'a jamais rencontré de difficultés ou porté préjudice à la faune et la flore et aux cétacés en l'occurrence, puisque c'est le cœur de notre métier et notre passion et l'amour. Donc du coup, oui, effectivement, pour nous, c'est clairement, on subit ça comme un gros préjudice, forcément. Mais à l'inverse, certains considèrent que cette réglementation ne va pas assez loin. Wilfried, surfeur à la pointe des pêcheurs, remet en question l'efficacité des mesures prises. C'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de jours de repos ou de plages de repos suffisantes pour les baleines. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à la base, c'est un sanctuaire ici, la Polynésie. Et malgré ça, on passe outre et on continue l'observation, alors que normalement, elles sont censées être protégées en étant dans un sanctuaire, et elles ne le sont pas. Je me dis que mes enfants n'auront pas la chance de voir les baleines comme moi je les ai vues proches d'ici, ou les verront plus du tout, parce que est-ce qu'elles changeront d'attitude, est-ce qu'elles partiront ailleurs, elles viendront plus, je ne sais pas, ça, je suppose, hein, mais c'est possible. La saison d'observation des baleines 2025 s'étendra du 20 juillet au 20 novembre avec des plages horaires désormais réglementées de 7h30 à 17h30. Agnès Benet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes océanologue, mais également fondatrice de l'association Matatohora, association qui œuvre pour la protection des mammifères marins depuis plus de 10 ans en Polynésie. On vient de l'entendre dans le reportage. La nouvelle réglementation est pénalisante pour certains. Elle ne va pas assez loin pour d'autres. Pourquoi, selon vous, elle divise? Et vous, quel est votre avis sur la question ? Alors déjà, c'est très bien qu'il y ait une réglementation parce que les baleines ont besoin d'être protégées, que ce soit ici ou ailleurs. Pourquoi elles divisent? Tout simplement parce que les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Et je pense que si on était au clair sur ce que l'on veut, si on veut un sanctuaire ou si on veut une zone d'activité, on n'aurait pas à se poser autant de questions. Donc aujourd'hui, on est toujours dans un sanctuaire depuis 2002. Et effectivement, à la base d'un sanctuaire, comme le disait Will, c'est quand même qu'à un moment donné, les baleines soient au repos, donc soit qu'ils aient des moments de quiétude. C'est-à-dire sans activité humaine. C'est la définition. Le fait d'avoir instauré des nouveaux horaires, justement, dorénavant 7h30, il me semble, jusqu'à 17h, oui. Tous les jours, est-ce que cela ne suffit pas ? Alors déjà, ça met un cadre parce que nous, on s'est aperçu, on a eu des appels, notamment l'année dernière, qu'il y avait aussi des observations la nuit. Donc déjà, maintenant, il va falloir aussi le faire respecter, surtout. Et effectivement, les horaires correspondent plus ou moins aux horaires de travail des gens. Donc, par rapport à l'activité professionnelle, ça ne changera pas grand-chose. Pour les baleines, du coup, non plus, puisqu'en fait, elles ne sont pas dérangées non plus le matin ni le soir. Après, donc ça restera toujours une même activité autour d'elles. Mais est-ce que le fait que les zones, finalement, soient étendues, 300 mètres pour le public, 100 mètres pour les prestataires, moins de bateaux, des gens limités à l'eau, est-ce que tout cela ne suffit pas, finalement, Alors ça va vraiment être
important surtout sur les îles comme Moorea. Tahiti a été assez épargné jusqu'à présent. C'est surtout Moorea où il y a eu une explosion vraiment de l'activité depuis quelques années. Nous, on a sonné l'alarme depuis quand même depuis 2015. On alerte et si on avait réglé ce problème en 2015, on n'aurait pas cette effervescence aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'éviter un problème que de le régler quand il est Quand vous dites devenu, régler le problème, c'est finalement faire respecter Oui. cette réglementation. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de contrôle sur l'eau. Voilà, il faut des contrôles efficaces, neutres, avec vraiment une patrouille, surtout dans les zones sensibles. Et puis, effectivement, quand je dis régler le problème, c'est-à-dire éviter cette effervescence. Si on avait mis aujourd'hui ce qu'on met aujourd'hui, si on l'avait fait il y a 15 ans ou il y a 10 ans, effectivement, les prestataires n'auraient pas autant investi, ne se retrouveraient pas aussi bloqués économiquement parce que ce sont des investissements. Et d'un seul coup, comme ça, je veux dire, si ça avait été évité, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde. Donc maintenant, voilà, chacun doit faire un peu attention et prendre un peu son mal en patience, j'ai envie de dire. Bon, vous parliez tout à l'heure de Moorea, où l'activité est vraiment dense. Cette année, il me semble qu'il y a 46 autorisations de prestataires. C'est énorme. Pourquoi il y a autant de prestataires sur Moorea et on sait que dans les autres pays d'outre-mer, il y a vraiment une réglementation beaucoup plus stricte à ce niveau-là, sur le nombre de prestataires. Tout à fait. La réglementation est beaucoup plus stricte, notamment chez nos voisins en Nouvelle-Calédonie, où déjà la mise à l'eau est interdite depuis longtemps. L'observation des mamans accompagnées d'un baleineau est aussi interdite. On doit rester à 300 mètres. Le temps d'observation est limité à 20 minutes. Voilà, on peut toujours se plaindre, mais ailleurs, la réglementation est beaucoup plus stricte et elle est respectée. Ici, on n'ose pas, finalement, quelque part. Vous avez d'ailleurs participé aux discussions sur l'élaboration de cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, on n'ose pas être plus sévère vis-à-vis de ces mammifères, de la protection de ces mammifères marins? Ça, je ne peux pas trop répondre à la place du pays parce qu'en fait, je veux vraiment préciser que la réglementation, elle est mise en place par le pays. La gestion des espèces protégées, c'est de la gouvernance du pays, donc c'est de sa responsabilité. Nous, en tant qu'association, on alerte, on est sur le terrain, on sensibilise, mais on ne peut pas gouverner, qu'on soit bien clair. Donc en fait, aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est encore sensibiliser, expliquer pourquoi, surtout, il faut respecter les baleines. Alors on le sait, Agnès Benet, les baleines longent principalement les récifs. Et c'est un danger, selon vous, et un danger se dessine, selon vous, celui de la desserte maritime entre Taravao et Papeete. Les premières rotations auront lieu le 4 juin prochain. Le 4, oui, et c'est un gros danger parce que tout le récif, en fait, c'est la zone de nurserie des baleines. C'est ici que les mamans viennent mettre bas et viennent se mettre à l'abri. Donc là, ça va dégommer, en fait, pour être très clair. Si le bateau passe à cet endroit-là pendant la saison des baleines à plus de 30 nœuds, on va avoir des alertes de collision à chaque passage parce qu'il y a les baleines à cet endroit-là. On imagine, ou on espère du moins que ça a fait l'objet de discussions dans le groupe de Gage qui donc va gérer cette desserte maritime. En tout cas, le message est passé. On reste dans l'eau, Agnès Benet, avec ces échouages massifs de globicéphales aux Marquises, une vingtaine de cétacés retrouvés morts fin avril et plusieurs autres début mai. Échouages dus à la désorientation du chef du groupe. Mais comment est-ce qu'on explique une telle situation ? Eh bien, on aimerait comprendre. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu de prélèvement ni d'autopsie. Donc, en fait, sans analyse, c'est compliqué de lever les hypothèses. Les hypothèses sont assez nombreuses. Quand le chef, effectivement, est désorienté, ce cétacé-là en particulier, tout le groupe suit. Donc, c'est pour ça que ce sont principalement des échouages massifs. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des séries répétées au même endroit. Donc là, il y aurait moyen quand même de se poser la question, pourquoi toujours au même endroit, depuis quelque temps, cette espèce-là s'échoue ? Est-ce qu'il y a des ondes ? Est-ce qu'il y a une perturbation, quelle qu'elle soit ?
Est-ce qu'il y a une pollution particulière? Là, il y a vraiment une question à se poser. Des questions à se poser. Et l'étude des mammifères marins, bien sûr, ça fait partie de votre mission. Agnès Benet, vous êtes d'ailleurs en cours de préparation d'une grande expédition baptisée Odyssey for Life sur la migration des baleines. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on a fait un reportage dessus en janvier. Je vous invite à le regarder. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Et la protection des mammifères marins, c'est justement l'un des 4 projets retenus pour lancer le nouveau site hina.pf, une plateforme dévoilée ce matin par Tahiti Tourisme pour permettre aux touristes et aux résidents du Fénois de soutenir financièrement diverses associations de protection de l'environnement, membres de la FAPE et de la Fondation Hanavei. Parmi les autres projets retenus, la protection des animaux ou encore un projet culturel autour de la navigation traditionnelle. Écoutez les précisions de Jean-Marc Mosselin, le directeur de Tahiti Tourisme. Il est au micro de Thomas Chabrol et Mérété Atto. Ça fait partie de notre plan d'action tout à fait concret sur les initiatives que l'on peut mettre en place pour un tourisme durable. Et l'une d'entre elles, et c'était une demande déjà depuis de nombreuses années par des touristes eux-mêmes qui souhaitent contribuer au cours de leur visite pour des causes environnementales, culturelles ou sociales au sein de la destination qu'ils ont visitée. Ça se fait de plus en plus et il nous manquait, si vous voulez, ce lien entre les associations qui œuvrent toute l'année pour justement sauvegarder la nature, l'environnement, la culture ou le social et la possibilité de tout à chacun, pour tout à chacun, que ce soit des visiteurs ou des résidents, à pouvoir contribuer concrètement avec des petites sommes ou des sommes plus importantes pour soutenir ces associations. Voilà, et si donc vous voulez vous aussi faire un nom, je vous rappelle le nom du site internet hina.pf. Papeete, encore plus accessible aux personnes à mobilité réduite. La capitale inaugure de nouveaux aménagements, dénivelés de chaque côté des trottoirs, rampes d'accès, garde-corps et bandes à relief pour guider les personnes malvoyantes. Au total, 12 km de rues et de routes sont désormais opérationnels, de quoi ouvrir la voie aux autres communes de la zone urbaine. Laure Philibert, Matai Horei. Circuler sans obstacle dans Papeete, une réalité désormais pour les personnes à mobilité réduite. La capitale a réaménagé 12 km de rues et accès au commerce et logement. 110 millions de francs ont été investis par la commune, le prix de davantage d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un dénivelé le moins fort possible. Et entre deux bâtiments de différents niveaux, nous avons aussi raboté les trottoirs pour que les gens puissent passer aussi. Ça n'a pas été évident là, puisque là, les patrons, les propriétaires, ils n'étaient pas d'accord au début. Et il a fallu discuter et batailler avec eux. Le bilan de ces travaux, pas désintéressé à moins d'1 an des municipales, a été fait ce matin par la commune. Pente douce en bord de trottoir, pose de couleurs et de bandes pododactyles aux abords des carrefours, rampes d'accès et garde-corps sécurisent les déplacements dans tout l'espace du centre jusqu'à l'avenue Povan à Aopa pour le plus grand bonheur des usagers. Mon compagnon qui était en fauteuil roulant, c'était vraiment un calvaire de venir en ville avec lui en fauteuil parce que c'était pas la ville n'était pas accessible, c'était mieux qu'il reste à la maison que de venir en ville. Aujourd'hui, ils peuvent se déplacer. En plus, les parkings pour les personnes, pour les voitures PMR ont été réaménagés. C'est un plaisir de venir maintenant en ville. Quand nos places ne sont pas prises par les valides. Tu as les restaurants, tu as les tétons, ma casa, c'est un peu les casse-croûtes. Elle peut aller tout seul. Ces aménagements découlent d'une charte d'accessibilité signée avec la fédération Tenyu Otehuma. Pir'e, Aroué et Mahina ont entrepris la même démarche que la capitale. Et je vous emmène maintenant dans les laboratoires de l'Ifremer à Vairao, où des lycéens de Taravao ont troqué les salles de classe pour des blouses blanches. Le temps d'une journée, ils participent à un projet de science participative inédit, celui de tester une nouvelle méthode de prélèvement d'ADN dans l'eau de mer. Objectif, suivre l'évolution de la biodiversité sous-marine. C'est le reportage de Hotuarii Colombani, commentaire signé Esther Cuneo.
Dans les laboratoires de l'Ifremer ce matin, ce sont les lycéens qui enfilent les gants et la blouse blanche. Leur mission ? Tester un nouvel outil de prélèvement ADN pour mieux identifier les espèces qui flottent dans l'eau de mer. En fait, le but, c'est de comparer deux méthodes d'analyse qui nous servent en fait, à évaluer la diversité écologique des lagons. Et donc, on a, comme vous le voyez ici, la méthode traditionnelle. Et en fait, l'autre méthode, c'est une méthode où on utilise une métapropre, qui est une méthode beaucoup plus rapide et où on espère avoir des résultats équivalents à ce qu'on sait faire avec cette méthode. On a un protocole qu'on utilise qui est un protocole de filtration d'eau et qui est assez fastidieux. Et donc est venue l'idée d'imaginer un autre protocole, un autre outil pour essayer d'échantillonner cet ADN qui se trouve dans l'eau. Et pour ça, en fait, on a initié une collaboration avec le lycée de Taravao qui dispose d'imprimantes 3D. Et donc le professeur de sciences de l'ingénieur nous a permis d'imprimer en 3D un nouveau dispositif qu'on a voulu tester et mettre en tant que projet de sciences participatives avec les étudiants en sciences de la vie et de la terre du lycée de Taravao. Et pour capturer l'ADN, les apprentis chercheurs ont utilisé de simples bouts de coton. Là, on est en train de couper du coton qu'on a laissé dans de l'eau de mer à différents endroits pour les mettre dans des tubes comme ceci. On a prélevé de l'eau de mer au bord, à côté d'une rivière, à une passe et entre les deux vers un banc de sable. Pour ensuite, dans cette eau de mer, prélever de l'ADN pour qu'on puisse connaître toutes les espèces et le nombre d'espèces qu'il y a dans chaque zone. Une méthode qui permet de suivre au fil du temps l'évolution de la biodiversité sous-marine. Quand on a par exemple des événements climatiques particuliers comme des vagues de chaleur, des cyclones, ces suivis nous permettent de comprendre comment la biodiversité réagit face à ces différents événements. Par exemple, sur une vague de chaleur, on va peut-être avoir différentes espèces de microalgues qui vont prospérer, qui vont même se développer et devenir invasives. Et inversement, d'autres espèces qui vont être fragilisées, qui vont disparaître du milieu. Nous, avec la surveillance de l'ADN dans le milieu, on va pouvoir suivre cette disparition ou alors cette apparition. Pour les élèves, c'est aussi l'occasion de découvrir de plus près les métiers de la recherche et de se mettre enfin dans la peau des techniciens de laboratoire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre, Ciné Noui. Ramzi Malouki nous dresse ce soir le portrait de Damian Chapa, acteur, réalisateur au parcours atypique et inspirant. Juste après, retrouvez Koh-Lanta. Enfin, la série Les Chemins de l'étrange. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. À demain pour de nouvelles actualités. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.